Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, qu'on avait laissé notre première génération d'artistes québécois à Paris. De Suzor Côté à Clarence Gagnon, en passant par Charles Huot, Rodolphe Duguay et tous les autres. Certains y avaient connu leur chemin de Damas, avaient connu une transformation radicale de leur œuvre, grâce à leurs études, à leurs accointances, leurs voyages. D'autres étaient allés là plutôt pour connaître une maturation picturale et technique plus lente, mais chacun d'entre eux et d'entre elles était revenu au Québec avec une notoriété, une reconnaissance, des charges d'enseignement pour plusieurs, qui, selon nous, aurait été beaucoup plus difficile d'obtenir à la fois la notoriété et des carrières professionnelles s'ils étaient restés au Québec au lieu d'aller s'expatrier pour certains quelques mois, d'autres quelques années, d'autres entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, nous allons aborder, appelons ça la deuxième partie, ou la deuxième génération, bien que les années puissent s'entremêler, de ceux qui seront à Paris entre les années 25 et les années 40, 45, 50. Nous avons vu qu'il y avait eu un grand intermède, la Première Guerre mondiale, qui avait ralenti le flot de nos étudiants ou artistes peintres québécois. La deuxième grande guerre, de 39 à 45, aura évidemment le même effet. Mais après la Première Guerre mondiale, on avait déjà abordé le thème de la libération picturale en Europe. On avait parlé des grands mouvements, le manifeste du surréalisme, par exemple, l'influence des peintres espagnols, les Catalans en particulier, Picasso, Dali, Miro qui débarque à Paris, les surréalistes et André Breton qui prônent une liberté totale, une peinture où la raison est exclue. Évidemment, ça a des répercussions sur la pensée politique et sociale de l'époque. Également, Paris reçoit son lot d'immigrés talentueux, des peintres russes, des peintres allemands. Devant la montée du nazisme pour les Allemands, certains se réfugient à Paris. Les Russes, pour d'autres raisons, le début de l'ère stalinienne qui nous mènera jusqu'en 1953, leur liberté de pratique, évidemment, dans l'univers soviétique de l'époque, n'a pas sa place. Alors, ils se retrouvent également à Paris et tout ce ferment d'idées révolutionnaires, que ce soit en théâtre, cinéma, littérature ou art plastique, évidemment, sera présent lors de l'arrivée de cette nouvelle génération d'artistes québécois à Paris et ils s'y abreuveront, ils côtoieront ces gens et se modifieront esthétiquement et leur pensée bougera vers une modernité nouvelle. Entre-temps, au Québec, il s'est passé des choses aussi, à peu près à la même époque, bien que on assiste jusqu'à un certain point à une sorte de sclérose de la société, il y a des idées nouvelles qui se développent. L'enseignement des arts, d'une façon institutionnelle, a commencé. L'École des beaux-arts de Québec et l'École des beaux-arts de Montréal ont été inaugurées entre 1920 et 1924. Et des nouveaux artistes, des plus jeunes, commencent à les fréquenter. Cette génération-là va soit aimer la fréquentation de ces écoles, ou encore y trouver seulement des qualités d'enseignement technique et considérer, comme leurs prédécesseurs, qu'un voyage à Paris serait quand même intéressant à explorer. Et ils vont partir, chacun leur tour, entre les années 25 et les années 40. Ils reviendront entre 1940 et 1945
cause de l'intermède de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, certains seront faits prisonniers à l'arrivée des Allemands à Paris parce qu'ils n'auront pas pris le bateau à temps.